Je vais commencer mon intervention en parlant de la réforme. Ce soir, c'est la victoire amère de l'administration, mais c'est aussi une occasion ratée, l'occasion d'avoir fait une réforme qui aurait pu réunir tous les arrondissements dans un consensus sur un redéploiement de l'activité des arrondissements et une collaboration renouvelée avec la Ville-Centre. Mme Barbe n'est pas là. M. Deschamps, vous lui communiquerez peut-être les quelques mots que je vais lui adresser maintenant. J'entendais Mme Barbe tout à l'heure dire qu'elle avait été amère, elle aussi, de constater qu'il y avait des gens qui ne se réjouissaient pas des sommes supplémentaires qui étaient affectées à la salle, qui faisaient des comparaisons entre le traitement qui est reçu par la salle ou par Rivière-des-Prairies ou par Hochelaga-Maisonneuve et celui, mettons, du sud-ouest, du plateau d'Outremont. C'est là que nous en sommes. Et c'est triste. Moi, j'ai jamais souhaité que la salle n'ait pas les ressources pour se déployer. Je pense, ou Rivière-des-Prairies. Je pense que dans ces quartiers un peu plus éloignés du centre, il faut travailler très fort pour qu'il y ait une centralité qui s'installe, qu'il y ait une certaine densité autour des transports en commun, qu'il y ait, justement, c'est l'endroit justement où on va pouvoir relancer l'habitation à Montréal. Il y a des espaces, il y a des terrains à décontaminer dans Rivière-des-Prairies, dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a des immenses centres d'achat qui vont devoir réinventer dans la salle. La question, c'est pas de savoir, et c'est une des tristesses de cette réforme-là, c'est de monter les arrondissements les uns contre les autres. Et M. Desrochers est un peu coupable de ça. Combien de fois, combien de reprises, m'entendant critiquer la réforme, M. Desrochers, vous avez dit, je comprends qu'il y a des arrondissements pas contents parce qu'ils font moins d'argent, des arrondissements contents parce qu'ils font plus d'argent. Ce n'est pas ça, M. Desrochers. Ce n'est pas ça. C'est pas en fonction du je me moi, c'est pas en fonction de combien je suis coupé moi, c'est en fonction d'une lecture approfondie de cette réforme que nous avons constamment exprimé notre opposition. La première chose que cette réforme enlève, c'est le pouvoir d'initiative des arrondissements. Nous avons réussi à générer 3 millions de dollars de surplus de revenus avec les stationnements dans le plateau Mont-Royal dans les dernières années. Nous avons conviction que nous pourrions aller plus loin. Nous avons arrêté tous nos travaux de développement des stationnements tarifés parce que c'est récupéré par la Ville-Centre, mais ça aurait été beaucoup plus intelligent de les poursuivre et de partager ces sommes. La perte du pouvoir d'initiative, c'est aussi en développement économique, avec la centralisation du développement économique. Je crois que le développement économique dans les prochaines décennies à Montréal va se faire dans les arrondissements. Je pense que je rencontrais un investisseur, même comme Bowman Factory, qui est pourtant une entreprise de bonne taille, qui n'a ni l'argent pour aller dans un centre-ville et qui n'a pas l'intention d'aller dans un parc industriel. Elle va s'installer dans une petite zone d'emploi, comme celle du Myland, comme celle du Plateau-Est qu'on veut développer, comme celle de Rosemont, comme celle de Hochelaga-Maisonneuve, par exemple. Je pense que la plupart des petites entreprises de 12-15 employés dans l'économie sociale vont vouloir aussi travailler au sein des arrondissements. Les arrondissements auraient pu être des acteurs importants du dynamisme de la ville, mais on les écarte, on les met de côté. On décide, le développement économique est centralisé et il va être fait uniquement par la Ville-Centre. Un autre des principes qui n'a pas été reconnu par la réforme, c'est l'imputabilité unique. Combien de fois, et c'est déjà commencé, là, quand il y a un problème de construction, de déneigement, on se renvoie la balle. D'apaisement de la circulation, un mort sous un viaduc, on se renvoie la balle. C'est la faute de la Ville-Centre, c'est la faute de l'arrondissement. C'était l'occasion de faire le principe même de la bonne gestion, l'imputabilité unique, la responsabilité. Qui est responsable de la construction? Qui est responsable du déneigement? Entièrement responsable et qui se présente devant les élus et qui dit « mea culpa, j'ai fait une erreur, je vais recommencer ». Là, c'est ce jeu de balles qu'on s'échange constamment entre l'arrondissement et la Ville-Centre. Un autre aspect, c'est l'innovation. Par exemple, avec la centralisation des matières putrescibles et des déchets. Nous avons commencé en arrondissement sur le plateau, à l'époque où nous avions encore le pouvoir sur les déchets, nous avons essayé un principe de compostage dans des composteurs pour 20 familles dans les ruelles. Il s'avère 4 fois moins cher que la collecte en rue. 4 fois moins cher. Plus performant, 4 fois moins cher. Ça aurait été possible, par exemple, dans l'ouest de l'île, à Pierrefonds, de dire on va pousser pour avoir du compostage à l'arrière des maisons, où les gens ont tous un jardin. Pourquoi transporter le compostage en camion devant une maison, l'amener dans une usine à compostage, alors que c'est tout à fait possible, lorsque tu as un grand jardin, de faire du compostage à l'arrière de cette maison? Ces innovations-là ne seront plus possibles.
Parce que ce n'est pas des innovations qu'on fait à la grandeur de la ville, c'est des innovations qu'on fait dans un arrondissement, 50 portes par 50 portes. Et là, on se prive de ce pouvoir d'innovation-là. Outre ces principes qui sont ratés dans la réforme, il y a l'impressionnante liste des enjeux qui n'y apparaissent pas. Celui qui m'a fâché le plus, je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est le fait que l'achalandage n'est pas pris en compte. L'achalandage piéton, par exemple, n'est pas pris en compte. Le fait que les piétons sur Mont-Royal, sur Saint-Laurent, sur Sainte-Catherine jettent plus que des déchets que quelqu'un qui circule en voiture sur une rue. Or, l'achalandage est uniquement compté en termes de voitures. J'ai parlé de... Le milieu de vie n'est pas pris en cause dans la réforme. Ça, c'est grave. Le milieu de vie, ça veut dire que dans des quartiers où les gens vivent les uns contre les autres, il y a plus de plaintes de bruit. Il y a 6000 plaintes de bruit sur le plateau Mont-Royal par année. C'est 20 plaintes par jour, mais comme elles se concentrent la fin de semaine, en fait, c'est un nombre important de plaintes par jour. Le fait que le cadre bâti n'est pas compris. Dans un cadre bâti, quand on est dans le triplex, dans Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, dans Verdun, dans certains coins dans Verdun, dans Rosemont, dans le plateau, les gens vont beaucoup plus fréquenter les parcs parce qu'ils n'ont pas de cours à l'arrière, pas pris en compte dans la réforme. Et ce qui m'a fâché le plus, c'est que j'ai mentionné toutes ces choses-là dans le comité de travail. Et à chaque fois, on m'a dit, on ne peut pas corriger la réforme. Entendez-moi bien, là, on ne peut pas la corriger. Et M. Desrochers, je vous vois sourire, là, mais là, je vais vous donner l'exemple. La question du piéton, qui produit plus de déchets que l'automobiliste, bien entendu. Un jeune qui part de l'Université McGill qui s'en va sur la rue Saint-Laurent, il produit plus de déchets qu'une voiture qui passe sur Henri Bourassa. J'ai souvent mentionné le boulevard Newman comme exemple. Je vais changer d'exemple parce que je sens que ça heurte. Mais à chaque fois, vous m'avez dit, on n'a pas les données. Quand c'est paramétré, ça prend les données. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez pour les faire? Il dit, ben voyons donc. Imaginez-vous ce que c'est de faire les données sur l'achalandage piéton, les données sur l'achalandage des parcs. C'est énorme comme travail. C'est donc une réforme qui ne peut pas bouger vite, qui ne peut pas changer vite. Parce que la paramétrisation exige des données, et quand on n'a pas les données, c'est un énorme travail que de les produire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ces choses essentielles ne sont pas dans la réforme, pas parce que les gens ne veulent pas, c'est parce qu'on n'a pas les données. Est-ce qu'on va se donner une immense bureaucratie pour produire ces données-là? Ça serait ridicule. Donc, ce n'est pas de faire améliorer la réforme qu'il va falloir faire, c'est d'en modifier les principes même. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on modifie les principes même avant qu'elles soient lancées. Si on avait dit, quand on n'est pas capable de prendre des choses en compte essentielles, on n'appliquera pas les coupures. Ça aurait coûté environ 10 millions par année. 10 millions par année pour créer un consensus de l'ensemble des arrondissements, vous avez craché là-dessus. Vous avez refusé ça. Alors là, vous évoquez toujours de votre ton hautain, je m'excuse, parce qu'à chaque fois, c'est sur le même ton. Il faut respecter la capacité de payer des Montréalais. Voulez-vous que je vous trouve 10 millions, moi, dans les budgets discrétionnaires? J'ai 70 millions de surplus qui vont arriver à la fin de l'année, puis qui vont tomber au mois de juin. Il y a 70 millions. On parle de 10 millions ici, qui aurait permis d'attendre avant d'implanter une réforme qui était pas entièrement ficelée. Loin d'être entièrement ficelée. Et vous avez refusé ça. Alors, moi, je ne peux pas faire autrement que de trouver que c'est un jour amer pour les arrondissements et pour la ville. Je vous dirais que il me reste une chose à vous dire pour la réforme, on n'en parlera pas plus pendant longtemps, mais je vais en parler une dernière fois sur un élément. Parce que, M. Desrochers, vous vous êtes défendu, même dans les médias, sur un élément essentiel. Lorsque j'ai dit, dans le comité de travail, il manque des choses importantes dans la réforme, j'ai parlé par exemple du patrimoine. Vous savez que l'urbanisme, on va calculer, pour donner les sommes pour l'urbanisme, on calcule le nombre de permis, le nombre de mètres carrés. C'est ça les critères. On a des critères, on a des critères. Oui, on a des critères. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison patrimoniale, on envoie des inspecteurs à répétition pour voir si les critères sont respectés. Puis je vais vous dire un petit secret, là, à répétition, ils ne sont pas respectés. Il faut envoyer des inspecteurs presque tous les jours lorsqu'on travaille sur une maison patrimoniale. Et le patrimoine, ce n'est pas toujours un château. Le patrimoine, ça peut être un balcon. Et lorsque j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire puisque ce n'est pas pris en compte, le responsable de Cyrano, je ne mentionnerai pas son nom par égard pour lui, le responsable de Cyrano, il a dit, vous avez juste à mettre des taxes spéciales. Et M. Desrochers, vous n'avez pas bronché. Je l'ai relancé. Je lui ai dit, comment ça, une taxe spéciale? Pourquoi on pénaliserait un arrondissement qui défend son patrimoine? Il m'a dit, mais M. Ferrandez, si quelqu'un protège sa maison devant chez moi, sa maison va donner de la valeur au quartier, ma maison va prendre de la valeur foncière, donc tout le monde va profiter de l'investissement que cette personne-là fait dans son patrimoine. Alors, pour lui,
Quand on faisait de l'investissement dans le patrimoine, ça augmentait la taxe. Donc, en contrepartie, ça augmentait un peu la taxe, les revenus de l'arrondissement. Et donc, tout était beau. Et si jamais on lui disait non, ça ne suffit pas, il nous disait mettez une taxe spéciale. Alors, voilà l'État, voilà ce qu'on nous a dit dans ce comité-là. C'est pas attaché, c'est pas fini, mais sur ce sur quoi c'est pas réglé, mettez une taxe spéciale. Bien, on l'a mis, la Simonac de taxe spéciale. On était obligé de la mettre, la taxe spéciale, pour défendre le patrimoine, pour défendre l'emploi, pour défendre les services de première nécessité. Quelle mauvaise réforme! Quel mauvais premier geste de réforme de la Ville par votre administration.